Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir, bienvenue sur Radio J, mardi 21h, c'est Réfoy. Bonsoir docteur Serge Rafale. Bonsoir Nicolas. Pour la dernière de la saison, nous terminons par une belle réflexion sur au choix la santé du monde ou la santé dans le monde, puisque nous recevons ce soir le docteur Anne Sénéquier, pédopsychiatre, fondatrice et codirectrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, pour son ouvrage Géopolitique de la santé, coécrit avec Victor Pelpel aux éditions Erol. Vous étiez venu nous voir en 2021 en pleine épidémie de Covid, au moment où les pays riches se faisaient largement vacciner au moyen d'un produit de nouvelle technologie qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. Nous y reviendrons. Et vous nous aviez déjà alerté sur la nécessité d'une solidarité internationale afin de juguler cette pandémie, responsable à ce jour d'environ 7 millions de morts. Et en filigrane donc des 40 fiches illustrées qui composent votre livre, vous réitérez cette demande expliquant que la santé est un bien mondial et que la plupart des problèmes sanitaires ne peuvent être résolus qu'au moyen d'une indispensable coopération internationale. Cependant, vous déplorez que beaucoup de pays continuent à prendre des décisions sanitaires nationales sans tenir compte des interactions et conséquences planétaires et qu'elles s'avèrent bien sûr insuffisantes. Vous écrivez, je crois, illusoire. Je vous laisse avec le docteur Rafale pour dialoguer des enjeux et des défis de cette géopolitique de la santé, titre, je le rappelle, de votre ouvrage. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Docteur Sénéquier, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau dans un climat médical plus serein. Vous aviez été, comme l'a rappelé Nicolas, mon invité en février 2021. Nous avions évoqué, entre autres, les problèmes d'approvisionnement et de distribution chaotique des vaccins, avec un hiatus nord-sud, et vous aviez dénoncé le chacun pour soi. C'est vrai, cette pandémie, elle a eu peut-être un intérêt sur la thématique de la santé, c'était de remettre la santé au centre de la table, parce qu'on avait une problématique d'invisibilité de la thématique depuis fort longtemps, et la santé au niveau international, c'est comme la santé au niveau individuel. Quand finalement la santé va, eh bien on ne s'en occupe pas. C'est seulement lorsqu'il y a un moment de crise ou la maladie, qu'elle soit individuelle encore une fois ou sociétale avec cette pandémie, qu'on commence à s'en inquiéter et se rendre compte que finalement on n'a peu ou prou pas de mécanisme qui fonctionne et où on est en train de bricoler des choses chacun dans son coin, alors qu'effectivement la coopération est nécessaire et indispensable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, alors que ça fait bientôt 3 ans que cette pandémie a commencé, certaines populations ne sont toujours pas vaccinées. Aujourd'hui, c'est vrai que l'état d'urgence international n'est plus au niveau de l'OMS, mais malgré tout, on a encore des cas, et encore aujourd'hui, on meurt de la Covid-19. Donc, plusieurs centaines de décès par jour. Hein. Donc, ça a été rattrapé par l'actualité, d'autres problématiques qui concernent la santé ou qui ne le concernent pas. Mais malgré tout, ça a eu ce bénéfice-là de poser la question du quid de la santé au moment de justement reconstruire ce monde d'après qu'on a beaucoup fantasmé finalement, mais qui est peu ou prou le même que celui d'avant avec des problématiques supplémentaires. Eh bien, il va falloir peut-être regarder le monde à travers le prisme de la santé pour tenter de le rendre un petit peu plus humain, parce que c'est quand même un des défis du XXIe siècle. Dès l'introduction, vous dites géopolitique de la santé peut paraître un oxymore, puisque la géopolitique est éminemment sociétale et la santé un bien individuel. C'est vrai, et on le constate tout simplement dans les consultations, où c'est difficile déjà de pouvoir convaincre un patient de changer sa façon de faire. Là, lorsqu'on parle de géopolitique de la santé, ça veut dire qu'il va falloir être dans la prévention. Alors il va falloir traiter les problématiques aujourd'hui, ce qu'on a beaucoup fait dans la deuxième partie du XXe siècle, seulement, j'ai envie de dire, dans les pays dits occidentaux, encore beaucoup de travail à faire de manière générale à travers le monde, mais malgré tout on a eu ce qu'on appelle des victoires faciles à travers les antibiotiques, à travers l'hygiène et à travers les vaccinations. Et aujourd'hui finalement, tout ce qui nous reste à traiter,
je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, Nicolas, où on a besoin de cette coopération internationale, on a besoin aussi de cette transversalité sectorielle, parce que c'est ce qu'on a voulu aussi faire transparaître avec Victor dans cet ouvrage, c'est que la santé, c'est pas juste aller chez le médecin et donner des vaccins quand on a une pandémie, c'est travailler sur l'éducation des enfants, c'est travailler l'accès à l'eau, c'est travailler l'accès à l'énergie, la pauvreté, et tout ça qui s'interconnecte et qui en fait donne finalement la capacité à une population et donc à un individu à être en bonne santé. Évidemment, la santé est individuelle, mais la santé publique, il y a une dimension sociétale, politique, avec des répercussions locales, régionales, nationales, mondiales. Il y a un effet papillon aussi. Il y a énormément d'effets papillons, effectivement, on l'a vu. On a beaucoup parlé, encore une fois, prenons l'exemple de la pandémie, on a beaucoup parlé de ce que ça a déclenché derrière, la fermeture des frontières, le confinement, la problématique de travail et toutes les répercussions économiques qu'il y a eu derrière. Mais est-ce qu'on a parlé du pourquoi et d'où ça vient? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le flou est encore, on ne sait pas trop exactement ce qu'on en est. Il est cependant fort probable qu'on soit sur une maladie zoonotique, c'est-à-dire qui vienne du monde animal et qui ait franchi la barrière de l'espèce, comme ça a été à de nombreuses reprises déjà fait depuis les années 70. Ce qu'on appelle justement ces maladies zoonotiques qui viennent chez l'homme ont été multipliées par 6 depuis les années 70. Ça arrive de plus en plus fréquemment. À quel moment nous avons parlé du pourquoi on avait cette augmentation-là? Et ça, c'est le changement d'utilisation des terres, c'est l'agriculture et l'élevage intensif, c'est l'interface... On va parler de l'environnement, bien sûr. Oui, habitat urbain, toutes ces choses-là qui sont intrinsèquement liées à notre mode de vie au quotidien. Nous n'en parlons pas et c'est ça qu'il va falloir changer aussi lorsque on va envisager la suite de ce 21e siècle. Donc c'est très important. Alors votre ouvrage, Nicolas l'a expliqué, c'est 40 fiches pratiques en 4 parties. Alors dans la première partie, qui est historique et acteur, j'ai extrait 2 thèmes qui m'ont paru importants. De dire un mot sur l'OMS, puisqu'évidemment, à partir du moment où on parle de santé à l'échelon mondial, on évoque l'OMS. Et puis la France, vous consacrez un chapitre à la France avec un point d'interrogation. Enfin, j'ai moi rajouté un point d'interrogation. Encore une puissance sanitaire. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été tendre avec le système de santé français ces dernières années, mais a fortiori avec raison, parce que le système de santé va pas très bien. On s'en souvient peut-être pour certains, mais il y avait déjà des... comment on appelle ça, les services des urgences qui étaient en catastrophe juste avant la pandémie, des grèves... Même nous ne savions pas que l'État était aussi dégradé. On a accueilli ici pendant tout le Covid les chefs de service et on ne comprenait pas pourquoi ils étaient aussi alarmistes. On le sait maintenant avec un peu de recul. C'est vrai que le personnel de santé a aussi cette tendance à faire le travail quoi qu'il arrive. De toute façon, peu importe les conditions, il y va parce que finalement c'est pour le patient et le système derrière, on se dit qu'il va tenir et qu'il va avancer. Mais malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé quand même peut-être en bout de course de ce fonctionnement-là. Parce que vous dites en 2000, l'OMS classe la santé française comme le meilleur système du monde. Alors, il faut voir ce qui se passe aussi de l'autre côté de nos frontières. Alors là, c'est clair, c'est loin d'être parfait en ce moment, mais j'ai moi-même reçu un patient anglais la semaine dernière parce que le NHS, le National Health Services de Grande-Bretagne, proposait 4 ans d'attente pour un rendez-vous en pédopsychiatrie, ce qui est complètement dément vu la notion dynamique en pédopsychiatrie. Enfin, quand vous avez 10 ans, la problématique, quand vous l'avez à 14, c'est plus la même et elle a évolué largement. Donc, malgré tout, on reste dans les conditions actuelles qui sont les nôtres très difficiles, un des systèmes de santé les plus performants, et ça doit nous alerter pour 2 choses. Un, pour la situation actuelle qui n'est pas tenable concrètement. Aujourd'hui, là on va droit dans le mur. Mais ça doit nous donner aussi l'image de ce que ça peut être de l'autre côté de nos frontières, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau global. Et c'est vrai que cet investissement sur la santé... Vous dites c'est 8,30% du PIB, soit c'est le 10e rang mondial et c'est le plus bas reste à charge de l'OCDE et de l'UE. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on a une maladie grave, il vaut mieux être en France. Absolument, mais on a énormément, on s'en rend pas compte aussi, mais on a des patients qui viennent des États-Unis et qui viennent s'installer en France justement pour être pris en charge par le système médical. Aux États-Unis, ils ont un des pourcentages du PIB consacré à la santé les plus importants, le plus important au monde, et pour autant, ils ont un accès à la santé très
très inégale. Alors l'Obamacare a réussi à rétablir certaines choses, mais c'est encore loin d'être le cas. Et la problématique, c'est que la santé a beaucoup été considérée par son coût, c'est-à-dire sa valeur économique. Et vous l'opposez, vous dites, pour certains États, ça a un coût, pour d'autres, c'est un investissement. Oui, ceux qui y arrivent le considèrent comme un investissement parce que ce coût aujourd'hui, finalement, va permettre d'avoir un mieux demain. Et c'est exactement la même problématique que l'on a avec un patient en visu, c'est-à-dire le système de la prévention, c'est-à-dire agir avant que la maladie se ne déclare, est le meilleur investissement qu'on puisse faire parce qu'on va retarder la maladie dans le temps, mais on va aussi diminuer son impact et sa gravité. Mais le problème de la prévention, que ce soit au niveau économique ou individuel, c'est qu'on demande un effort maintenant pour un mieux-être éventuel plus tard. Et ça, c'est très compliqué à conceptualiser. Dans la santé et puis pour le réchauffement climatique, par exemple. Oui, alors réchauffement climatique, crise de la biodiversité, ce qu'on disait tout à l'heure est vrai dans regarder le monde à travers le prisme de la santé est nécessaire vraiment dans toutes ces thématiques-là. Vous pouvez nous dire un mot sur l'OMS qui a été à la fois utile, critiqué, et vous dites c'est quand même une cacophonie sanitaire. C'est vrai, on se souvient de leurs déclarations successives, même sur les masques au tout début. C'est vrai. Alors là, je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans son contexte. On parle d'information au niveau scientifique et le temps scientifique n'est pas le temps de l'immédiateté, n'est pas le temps de l'urgence, malheureusement. Et c'est vrai que lorsqu'on a une déclaration qui dit « Ah, mais vous inquiétez pas, c'est pas aéroporté » et que une semaine plus tard, les mêmes personnes disent « Bon, mais finalement, il y a une transmission aérienne », bon, ben, on se dit « Mince », et ça s'est enchaîné comme ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas été entouré de ce qui me semble nécessaire, ce qui aurait été nécessaire pour éviter ce qu'on évoquera un petit peu plus tard, les infodémies et les fausses rumeurs, sur qu'est-ce que le temps scientifique. On émet une hypothèse, on travaille dessus, on voit comment ça évolue et ensuite on invalide ou on valide justement cette hypothèse et on ajuste notre braquet en fonction de ce qu'on a découvert. Et là, on est face à du vivant finalement. On est sur un agent pathogène qui va se transmettre dans le maillon faible de la chaîne, c'est-à-dire l'être humain, parce que c'est aussi en fonction de nos comportements, comment va se faire cette transmission interhumaine. Et du coup, il n'y avait pas la capacité de pouvoir dire ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et ainsi de suite. Et finalement, on a communiqué au fur et à mesure des informations scientifiques, au fur et à mesure où elles ont été validées. Et c'est vrai que généralement, quand on a une information scientifique, on la fait valider par les pairs, on la critique en interne. Et là, finalement, tout ça a été un petit peu jeté sur la place publique. On a reproché au pouvoir public d'agir en réaction et pas en anticipation. Vous l'avez dit pour la France et pour l'OMS, c'était un petit peu la même chose. Oui, effectivement. Outre les reproches d'être inféodé à la Chine et au lobby pharmaceutique. Alors, il y a tout plein de reproches. Après, pour l'OMS, eh bien, on peut dire qu'elle est là déjà. C'est déjà beaucoup parce que finalement, d'organisations internationales qui travaillent sur la santé, sinon, globalement, il n'y en a pas. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est finalement d'être une sorte de bibliothèque géante et pas toujours à jour. Et vous dites qu'elle se fait entendre surtout dans les pays à faible revenu. Oui, en fait, disons que les attentes vis-à-vis de l'OMS sont différentes en fonction des pays. C'est-à-dire que les pays qui ont des centres de contrôle des maladies, comme les États-Unis ou comme l'Europe, finalement, vont attendre de l'OMS plutôt une préparation, évidemment, pour éviter ces épidémies et les maladies infectieuses à travers le monde, parce qu'ils considèrent que c'est ça leur faiblesse. Alors que les pays qui n'ont pas de système de santé qui est durable et qui est solide vont plutôt être dans la demande d'aide, justement dans la construction, dans la formation, dans les études des personnels médicaux, dans l'apport de matériel et de médicaments. Donc finalement, vu que les attentes sont différentes, eh bien ça se traite de manière différente. Mais encore une fois, ce que je voulais rappeler aussi, c'est que l'OMS, organisme de l'ONU, qui fait partie de cette galaxie-là, n'a le pouvoir que celui de ce que les États membres veulent bien lui donner. Et il faut se souvenir que ce sont les États membres qui mettent en place justement un agenda de l'organisation. Elle n'a pas de rôle contraignant, vous dites.
Entre autres, oui. Et elles sont soumises encore aux bonnes volontés des États. Donc si nous, États, nous arrivons à un moment donné à nous dire c'est une thématique qu'il faut vraiment faire avancer et de manière globale, parce qu'on constate ces dernières années que ce qui se passe d'un côté du continent va se retrouver aussi dans nos foyers demain ou après-demain, eh bien finalement on pourra faire quelque chose de l'OMS. Après, elle est en train d'essayer de prendre un peu plus de cohérence, un peu plus de budget aussi, parce qu'un budget ridicule pour faire fonctionner cette organisation. Dans la deuxième partie de votre ouvrage, qui s'intitule « Conflit d'hier et d'aujourd'hui », vous insistez sur la fracture nord-sud et vous donnez des chiffres terribles. J'en ai retenu un centrafricain, aujourd'hui une espérance de vie de 54 ans, soit 31 ans de moins qu'un japonais. Oui, ça. Effectivement, c'est un gros problème. Mais c'est un gros problème transversal, parce que finalement, c'est pas juste une histoire de santé et d'accès aux médicaments, c'est une problématique de pauvreté, c'est une problématique d'inégalité homme-femme, c'est une problématique d'accès à l'éducation. On avait le sentiment qu'on avait éliminé la mortalité infantile, parce qu'effectivement, on est dans des pays occidentaux, vous dites dans les pays du Sud, un enfant sur 14 décède avant ses 5 ans. Oui, et on voit encore dans certaines régions des familles qui ne prénomment pas leurs enfants jusqu'à leurs 2 voire 5 ans, parce qu'ils ont un nombre de décès trop important pour ne pas s'attacher et pour que ça soit moins difficile. Donc on a vraiment un principe de réalité qui est différent et je pense qu'il va falloir finalement finir par le comprendre. On ne peut pas juste arriver avec une solution verticale sur la santé en pensant que ça résoudra tout. Et encore une fois, on retombe dans cette transversalité si compliquée à mettre en œuvre parce que là, on parle de l'OMS, donc assez vertical là-dessus. À côté, il y a l'éducation, que ça soit au niveau, que ça soit l'UNESCO, que ça soit au niveau même l'hygiène, la sécurité alimentaire. Oui, c'est ça, la FAO, mais même au niveau d'un État. Enfin, on a des ministères qui ne parlent pas toujours les uns avec les autres. On a des experts qui ne parlent pas toujours les uns avec les autres et qui peuvent même parfois donner des instructions contradictoires. Avec les autres. Donc c'est vrai que c'est compliqué et je pense que pour résoudre cette problématique, il va falloir plutôt partir du terrain et se rendre compte que sur place, il y a cette problématique de pouvoir vivre et non survivre. Et aujourd'hui, il y a encore énormément de monde qui sont dans cette thématique-là de la survie et qui du coup peuvent réfléchir sur le fait que oui, ça serait bien que les enfants aillent à l'école, oui, ça serait bien qu'on puisse avoir accès à cette vaccination. Sauf que là, aujourd'hui et maintenant, il faut survivre au jour et c'est ce qu'on a vu dans ce fameux, la Covid-19 avec les confinements. Confinement dans certains bidonvilles, ça ne fonctionne tout simplement pas parce que si on ne sort pas, on ne mange pas et ça va être très vite un autre problème. Un mot, Dr Sénéquier, sur Big Pharma. C'est difficile de ne pas en parler. Vous dites, malgré toutes les attaques, ils sont hégémoniques. C'est vrai, ils sont présents aussi. Et alors, quel est l'œuf ou la poule? Il faut peut-être questionner là-dessus aussi. Cette recherche privée, elle est là aussi parce que la recherche publique est un peu en déshérence également. Mais vous expliquez que la recherche se fait vers les secteurs les plus lucratifs et Exactement. pas dans l'intérêt général. Alors on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait beaucoup de laboratoires qui travaillaient sur les vaccins et que nous, en ville, on n'a pas de nouvelles antibiotiques depuis des années. C'est vrai, on n'a pas de nouveaux antibiotiques. En psy, on a des médicaments qui datent des années 70 et qui datent de la recherche faite en anesthésie et en neurologie. C'est pas bankable. Et c'est ça le problème, c'est que... Oui, quand on va utiliser la kétamine, on en a parlé dans cette émission, qui réapparaît après 30 ans. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Cette mise en place, ce focus en tous les cas. On a identifié un problème, on a réussi à sortir un vaccin en quasi une année. Loin d'être perfectible, on le sait tous, ce vaccin. Loin d'être un vaccin, c'est un produit formidable parce qu'il prévient les formes graves. Mais... c'est déjà pas mal. Bien sûr. Contrairement, par exemple, au VIH, où on n'a toujours pas de vaccin, ou au palu, où on a mis quasi un siècle pour avoir un vaccin. Alors, chaque vaccin doit gérer un agent pathogène différent, donc de fait, l'histoire est différente. Mais c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on met les moyens et la coordination, parce que ça c'est peut-être aussi un rôle de l'OMS qu'on
n'a pas vraiment médiatisé, mais il y avait ce rôle de coordination entre les recherches justement pour éviter les doublons, parce que ça aussi c'est quelque chose qui se fait énormément, des équipes qui travaillent sur les mêmes choses, qui investissent le même temps sur les mêmes situations. Alors c'est vrai qu'en recherche il faut confirmer des résultats, mais c'est vrai que cette coordination a permis d'avancer un petit peu plus vite. Elle s'est fait aussi au détriment d'autres recherches, puisque toute la recherche sur la vaccination a fléché des financements et on a lâché beaucoup de choses pendant ces 2 ans 2020-2021, autant en termes de vaccination sur le terrain. Par exemple, on a arrêté la vaccination de la polio pendant 4 mois. On a vu une recrudescence. Vous dites que les conséquences sont terribles. Oui, les conséquences sont dramatiques de cette pandémie. Et de toute façon, c'est pas ne serait-ce qu'au niveau de la santé, mais on a tous les indicateurs des objectifs du développement durable qui ont bien reculé, certains pour l'ordre d'une décennie. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va récupérer dans les années à venir, malheureusement. Je voudrais, docteur Sénéqué, puisque vous êtes pédopsychiatre, qu'on dise un mot de la santé mentale. Vous dites c'est un enjeu oublié. Un enjeu oublié, oui, c'est vrai. Disons qu'après la Seconde Guerre mondiale, on est parti sur justement cette polio, la vaccination de ces enfants pour éviter le handicap et éviter qu'on ait des jeunes gens qui sont handicapés et qui ne peuvent pas participer à l'économie du pays. Donc on a mis beaucoup d'argent sur la politique du DALYS. La politique du DALYS, c'était justement d'éviter le nombre d'années en incapacité pour justement avoir une force de travail. Donc on s'est concentré là-dessus pendant un petit temps. On s'est rendu compte qu'on avait oublié les femmes et les enfants, donc on a mis le focus sur les femmes et les enfants. Puis on s'est rendu compte qu'on avait oublié les personnes âgées, et puis finalement on est en train de se rendre compte qu'on a oublié la santé mentale. On l'a corps et âme oublié pour 2 raisons, parce que ça fait peur à beaucoup de monde, et d'autre part c'est quelque chose qui est, là on parlait d'investissement, la psychiatrie c'est moins de 2% des budgets santé au niveau mondial dans chaque pays. Je vous parle même pas de la pédopsychiatrie qui a une infime part de ces 2%. Et là, il y a la problématique, c'est que quand vous êtes diabétique et que vous avez des ulcères sur la jambe, vous allez voir votre médecin, vous lui dites « là, j'ai un problème, docteur ». Quand vous avez un problème de santé mentale, bien souvent, vous ne le reconnaissez pas comme un problème de santé. C'est tout le fantasme qu'il y a autour de la psychiatrie fait que la reconnaissance chez la patientèle est l'enjeu déjà numéro 1. Et à partir du moment où le patient ne se reconnaît pas comme étant malade, il ne va pas aller chercher des soins. Donc on a un problème de reconnaissance et de financement au niveau des États, on a une problématique de reconnaissance et de stigmatisation aussi de la pathologie mentale. Et un problème de classification aussi. Et de classification, effectivement, qui fait doublon. Donc on a tous ces problèmes-là. La pandémie, comme toute crise majeure, a entraîné une vague de problématiques de santé mentale. Alors, on ne l'a pas vu pendant la pandémie parce qu'elle est invisibilisée, c'était le rocher sous la vague, j'ai envie de dire. Aujourd'hui que le tsunami se retire, on voit les rochers apparaître. Et personnellement, en tant que praticien, depuis septembre 2020, on a été obligé de pousser les murs des consultations, d'être beaucoup plus présent. Et aujourd'hui, depuis 2023, en France en particulier, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la France tient encore un petit peu debout, et j'ose même pas imaginer ce que c'est à côté, c'est qu'on n'est plus en capacité de faire notre travail correctement. Quand on a des jeunes qui font des tentatives de suicide et qu'on les hospitalise, ils ressortent le lendemain avec une observation du style « Ah ben ça va mieux, ils peuvent sortir ». Vous dites dans de nombreux pays, la tentative de suicide est criminalisée, ce qui effectivement n'incite pas à une demande d'aide. Ça n'incite pas, et là aujourd'hui, lorsque le patient demande de l'aide, en fait il n'y a pas de réponse de l'institution hospitalière en face. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lit prévu pour ça, et quand il y en a, ils sont tous occupés parce que finalement la problématique de la psychiatrie adulte ou même enfantine, c'est que c'est pas juste 5 jours d'antibio et puis c'est tout bon. C'est une période sur le moyen terme au minimum, et bien souvent des hospitalisations qui durent, donc le niveau de lit actuellement n'est pas gérable. Aujourd'hui en France, nous avons 737 pédopsychiatres. C'est pas possible, et 1,5 million de jeunes qui ne vont pas bien. C'est littéralement pas possible en fait. Et le lien avec le changement climatique, vous consacrez un chapitre important au changement climatique et à la santé, et bien évidemment il y a un changement, il y a l'éco-anxiété qui intervient, qui va intervenir sur certaines populations. Oui, l'éco-anxiété c'est finalement l'expression de la dissonance cognitive, c'est-à-dire de voir la différence qui se passe entre ce qui se passe actuellement avec le changement climatique, ce que l'on considérait comme étant un problème de là-bas et pour demain.
là-bas, dans le sens l'Asie, Sauf que vous expliquez que 99% de la population mondiale respire un air ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on considérait ailleurs, avant, c'est chez nous. Maintenant, c'est ici, effectivement, ça contribue également à une grande prise de conscience. C'est une bonne chose parce que si on n'a pas dénoncé, on ne peut pas résoudre le problème. Donc on est un peu dans ce moment de sidération. Et mettre ça en parallèle avec l'inaction politique internationale ou même des industries et des attitudes commerciales, parce que là aussi on est énormément dans la transversalité. On dit il faut arrêter de vendre des SUV, mais quand vous allumez la télé, 2 pubs sur 3 sont pour vendre des monstres de voitures. Donc c'est pas cohérent. Et cette incohérence-là, aujourd'hui, elle commence à faire peur à bon nombre de gens parce que finalement, on ne peut pas tirer la corde des deux côtés. Et à un moment donné, la corde, elle casse. Le problème, c'est que c'est nous la corde en ce moment. Vous l'avez évoqué au passage, et c'est vrai que je comptais terminer l'émission là-dessus. On a été très très ennuyés pendant toute l'épidémie par les fake news, à la fois sur les vaccins, sur la santé. Vous dites que c'est une véritable infodémie. C'est vraiment, alors ça c'est un terme de l'OMS justement, et c'est cette épidémie de fausses informations. Ça a commencé un peu plus tôt, vers déjà 2014, pendant l'épidémie Ebola en Sierra Leone, Libéria, tout ça. On avait déjà ces problématiques-là sur les réseaux sociaux de fausses rumeurs qui circulaient. Et le problème, c'est que comme on était dans une approche communautaire, on n'avait pas de traitement, on n'avait pas de vaccin, c'était seulement le comportement des gens qui pouvait permettre de se protéger de ça. Et avec ces fausses informations, finalement, le comportement évolue de manière pathogène à se mettre en danger. Et aujourd'hui, tout ça a explosé avec la Covid-19 parce que c'était pas régional, mais ça a été mondial. Et du coup, ça s'est beaucoup basé sur le... Et vous dites on a traité de la même façon les rumeurs que les informations véritables. Exactement, un petit peu sous couvert de liberté d'opinion ou quoi que ce soit, mais là, on a traité la santé comme et la science comme une croyance, et c'est ce qui se passe aussi un peu avec le changement climatique. On n'a pas à croire ou ne pas croire, c'est un fait. Il y a une pathologie et elle peut toucher tout le monde. On a un changement climatique et il touche tout le monde. Donc qu'on y croit, franchement, ne change rien à la donne, sauf que du coup, ça va impacter votre comportement et vous allez être en mesure de pouvoir vous mettre à risque, et ça, c'est le problème. Alors on est au terme de notre entretien, de la première partie de notre entretien. Vous dites ça devrait être un monde, une santé. On en est loin ou vous demeurez optimiste ? Pour l'instant, on en est loin, oui, effectivement. Le principe de une santé, c'est la coordination entre la santé animale, santé environnementale et santé humaine. J'aurais presque envie d'y rajouter la santé économique, parce que sans ça, on aura toujours ce prisme économique dans lequel on n'arrivera pas à avoir la santé. Et la paix sociale, peut-être. Et la paix sociale. Docteur Sénéquier, je vous remercie beaucoup. Avec je rappelle plaisir. le titre de votre livre, Géopolitique de la santé, aux éditions Erol. Et on se retrouve juste après. Merci docteur Serge Rafal. On a compris que en prenant notre SUV pour nourrir l'information continue et pour aller chercher au supermarché des aliments qui ne viennent pas du local, ça crée un léger souci. Bon, on continue de s'en parler juste après notre mi-temps. Il y aura du football juste après. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. שאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים שהחיים קצרים נגמרים
נגמר לנו הזמן. אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים, השפתיים. אני אוהב את זה שאת מזל אריה, אני מזל מאזניים ובינתיים. Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. La deuxième partie de Réfoy le mag avec toujours cette géopolitique de la santé aux éditions Erol du docteur Anne Sénéquier. On a parlé effectivement en première partie, c'était assez vaste comme conversation. J'aimerais qu'on revienne pour quelques questions complémentaires effectivement sur la Covid. Alors vous étiez un petit peu inquiet, docteur Serge Rafale, on va parler de football. La finale de 58, Brésil-Suède. On s'en souvient, bien sûr. J'ai envie de vous poser une question sur ce match Brésil-Suède. On a eu d'un côté Jair Bolsonaro. J'aimerais votre commentaire sur, puisque vous nous avez parlé de prophylaxie, de prévention, d'anticipation, mais sur le bilan de la politique en termes de santé de Bolsonaro par rapport au match Suède qui, effectivement, n'a pas confiné. Est-ce qu'on peut faire un match entre le Brésil et la Suède ? Je pense que c'est peut-être une illustration de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire politiser une réponse à une maladie, parce que ça a créé un clivage très important dans la population. Ceux qui écoutent le président et ceux qui ne l'écoutent pas, on a retrouvé ça aussi dans l'Amérique trumpienne, où on a vu justement les vagues de la Covid faire plus de malades chez les républicains que chez les démocrates, dans les États qui votaient pour M. Trump. Et en fait, cette problématique-là, on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, croyance ou fait. À partir du moment où on va politiser une réponse, tout cela va être en fonction de notre couleur politique. C'est-à-dire vous expliquiez tout à l'heure, docteur Sénéquier, que c'est peut-être difficile au Brésil de confiner dans les favelas. C'est effectivement difficile de confiner dans les favelas. Après, il y a aussi une population très large et un pays quasi-continent, donc les circonstances sont différentes en ville et en milieu rural. Malgré tout, c'est pas le seul pays qui a cette configuration-là. Et ce qui est intéressant, comme toute politique de santé, c'est de ne pas appliquer le même mécanisme partout, parce que de toute façon, on a des cultures différentes, on a des fonctionnements différents, on a des priorités différentes, et appliquer justement une politique de santé la même partout n'amène que l'échec. Et on l'a vu, ne serait-ce que sur la campagne d'éradication de la polio, par exemple, qui est en action depuis une trentaine d'années, où on essaye d'avancer. L'Inde était un des foyers principaux justement de la poliomyélite, et finalement, en l'espace de 2 ans, en 2009, en passant de 2011, ils ont réussi à éradiquer la polio dans leur pays, parce qu'ils ont pris en considération leur façon de faire, c'est-à-dire leurs faiblesses et leurs points forts, c'est-à-dire vacciner dans les points de population, c'est-à-dire les gares, les trains. Ils ont même vacciné pendant les trains. Ils ont utilisé leurs satellites pour identifier les villages qui étaient coupés du reste du pays par les inondations, pour envoyer justement des gens qui sont allés vacciner là-dessus. Ils ont véritablement considéré leur situation actuelle pour faire les choses. Ce qui s'est passé en Suède, c'est un petit peu ça finalement. Il y avait une bonne adhésion de la population vis-à-vis de l'exécutif et des autorités sanitaires. Et il n'y a pas eu besoin finalement de confiner. Et c'est vrai que alors on dit ils n'ont pas confiné, et ça reste que lorsqu'on se baladait dans les rues en Suède, à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde non plus. Tout simplement parce que ils avaient confiance. Et toute cette problématique justement de politisation de la réponse, des fausses rumeurs, de ce temps scientifique qui a mal été expliqué, et du pourquoi finalement on disait une chose et son contraire à l'espace d'une semaine d'intervalle, fait que la confiance n'était plus là. Et à partir du moment où vous demandez à des gens qui n'ont plus confiance en vous de faire un petit effort, bon, ça peut passer, mais là il y avait quand même, l'effort était important, c'était vous restez chez vous, votre travail et vos capacités justement financières et de vie sont mises sur la table, c'est pas anodin. Il fallait vraiment une confiance importante pour que ça se passe bien. Et là, on a constaté qu'on n'a pas réussi à ça.
Et quand on confinait de façon drastique, comme ont fait les Chinois lors de la dernière vague? Là, on a vu ce qui s'est passé. La Chine, déjà, c'est loin d'être une démocratie, donc ils avaient un petit peu des arguments, je dirais, un petit peu plus sonnants et claquants. Donc après, on a vu aussi ce qui s'est passé, c'était en décembre l'année dernière, il me semble, quand il y a eu ce soulèvement de la population et qui n'en pouvait plus. Ce sont des populations qui ont été affamées, des confinements où il n'y avait pas de ravitaillement alimentaire. C'était confinement, c'était l'impossibilité de sortir de l'immeuble. Les immeubles étaient murés, enfin les images qu'on a vues. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu justement un immeuble où des gens sont morts parce qu'il y a eu un feu et que l'immeuble était fermé à clé par des grilles en bas. Donc on n'en parle plus actuellement, mais au mois de décembre-janvier, à un moment donné, c'est poser la question de la pérennité du régime, parce qu'il y avait ce soulèvement populaire inédit. Alors, d'une manière ou d'une autre, ça a été étouffé comme le régime chinois sait le faire, mais quelque part, c'est pas passé loin. Il est possible d'avoir rétrospectivement le chiffre du nombre de vaccinations à l'échelon mondial sur la quantité et sur la qualité? On a avancé 8-10 milliards, c'est des chiffres avancés à la légère. Là, le chiffre véritable, après, comme vous le disiez, il faut savoir quel vaccin est utilisé. Je ne dirais pas qualité ou pas qualité, parce que finalement, lorsqu'on voit la validation par l'OMS de vaccins, elle a eu validé certains vaccins en Chine, même si après l'efficacité, en termes de ce qu'on considère en Europe comme étant acceptable, ne l'était pas. Donc... Il y a une supériorité des ARN, en gros. Oui, ça, du coup, c'est une certitude. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça déploie aussi un éventail des possibles très important pour des recherches autres, sur d'autres pathologies que la Covid-19. Donc ça va nous faire gagner peut-être une décennie en termes d'action sur certaines autres pathologies, et c'est une très bonne chose. Par contre, d'ici là, il va falloir véritablement travailler sur cette communication scientifique, justement, pour ne pas retrouver cette défiance sur la vaccination qu'on a pu voir avec la Covid-19 sur les autres pathologies qui viendront derrière. Vous dites dans votre ouvrage qu'il y a eu une aggravation de la fracture des pays du Nord par rapport aux pays du Sud. Oui, parce que il y avait un contexte déjà. Je pense que ça fait un petit moment que cette fracture est présente. Là, il faut se situer aussi dans le contexte. On est au printemps 2020. Les pays européens et occidentaux qui disent on va lancer cette recherche dans la vaccination. Le monde, ne vous inquiétez pas, nous allons de toute façon avoir une répartition équitable de ces vaccins. C'est un bien commun mondial. Et il s'avère que dans les pays occidentaux, on a eu 3, 4, 5 doses et que certains pays n'en ont pas eu une seule, c'est ça? Et dès que certains laboratoires ont dit « Ah mais tiens, on commence à avoir des résultats rapidement, M. Trump a dit « Ah mais attention, il y a préemption pour l'Amérique ». Et ensuite, l'Angleterre a fait un petit peu la même chose. L'Angleterre a même fait avant de s'inscrire dans une priorité sur certaines recherches, et l'Europe du coup a suivi derrière de peur d'être prise de vitesse. Ce qui a le message vis-à-vis du monde est catastrophique. C'est chacun pour soi, quoi. Oui, c'est chacun pour soi. C'est nous d'abord, en tous les cas. C'est pas Brésil-Suède. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a vu lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et qu'il y a eu cette motion au Conseil de sécurité en disant eh bien on n'est pas d'accord avec cette invasion. Finalement, il y avait peu de pays qui ont accepté les sanctions justement contre la Russie, et on s'est rendu compte qu'on était un petit peu tout seul. Finalement, on pensait que l'Europe allait être suivie par le reste du monde. Était derrière nous, oui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une sorte de dichotomie qui plaît à certains, qui dit le Ouest versus le reste. Est-ce qu'il y a quelque chose à conserver de cette post-crise du Covid pour ne pas rééditer? Oui, je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre. Déjà, notre impréparation face à cette situation, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les raisons pour lesquelles on a ces maladies émergentes du monde animal vers le monde humain sont toujours présentes et sont toujours, j'ai envie de dire, en augmentation. Donc il n'y a aucune raison que ça cesse. Alors,
le kiosque, elles ne devraient pas toutes se transformer en pandémie, mais je pense qu'il faut être assez vigilant vis-à-vis de ça. Et on voit que dans notre impréparation, déjà, on n'était pas préparé au niveau individuel national, mais on n'était pas préparé aussi à une problématique internationale. Et c'est vrai qu'on est dans un monde compliqué actuellement, le changement climatique, les conflits qui augmentent et ainsi de suite. Peut-être que justement ce conflit du changement climatique, de ces maladies émergentes, de la perte de biodiversité, parce qu'on en parle peu dans ce livre, mais on est sur une thématique aussi importante que le changement climatique vis-à-vis de notre santé. C'est peut-être cet ennemi commun qui arrivera à nous faire frères, parce que si vous avez... Je considère qu'on a de la chance avec la Covid-19. C'était une maladie relativement simple. Alors, c'est peut-être difficile à entendre pour ceux qui ont perdu des proches. Oui, bien sûr. Mais ça n'était pas Ebola. Ça n'était pas une maladie qui avait un taux de mortalité très, très important. Tout ça, aujourd'hui, on dit ouf, mais en fait, il faut préparer le moment où ça risque de pouvoir venir et pas réitérer un scénario du style la peste en 1348, parce que aujourd'hui, on n'a pas grand-chose pour être en capacité de tenir le vent de panique qui arrivera si ça arrive, parce qu'on met en place des règlements sanitaires internationaux, on met en place des bonnes intentions, mais on sait tous, et on l'a vu pendant ce Covid, que quand il y a péril dans la demeure, c'est chacun pour soi. Et ça va être l'obstacle numéro 1. Et encore une fois, on revient là dans la prévention, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre le paquet aujourd'hui dans la prévention, dans ce changement des déterminants de ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les changements d'utilisation des terres, l'interface habitat sauvage et tous ces genres de choses. Et ça va demander beaucoup d'efforts à beaucoup de monde, ça va coûter très cher, mais ça coûtera toujours moins cher que ce que ça risque de nous coûter si on attend trop longtemps. Bon, heureusement, il y a une bonne nouvelle. Le professeur de l'info, Eva Soto, va nous faire le constat un petit peu de de ce post-Covid. Avec elle, la vie va toujours vers le mieux. La professeure Eva Soto. Réfois. Eva Soto. Professeur Eva, rafraîchissez-nous la mémoire. Où étiez-vous dans la nuit du 27 au 28 décembre 2020 ? Alors, dans la nuit du 27 au 28, j'étais en train de penser à la toute première injection de vaccin contre le coronavirus en France, à l'hôpital René Muret de Sevran. C'est Morissette, vous vous souvenez de Morissette ? Morissette, 79 ans, qui s'y était collée. Allez, un instantané de ce moment. Ça va ? C'est bien. Très bien ? Ça va. Aïe, aïe. On a fini, ma belle. Bon, très bien. Est-ce que j'ai vu ? Bah oui, vous avez raison. Vous êtes la première à être vaccinée en France. Et oui, elle était émue, Morissette. Nous aussi, on était émus. Ce jour-là, on a tous envié Morissette, tout en étant contents pour elle. Oui, même moi, hypocondriaque qui aurait pu redouter des effets indésirables des vaccins, eh ben non, j'étais prête, après moult confinements, ce masque qui me privait de rouge à lèvres. Oui, le rouge à lèvres, c'est ma vie. Donc oui, quand Morissette s'est faite vacciner, on s'est tous mis à espérer, à attendre. C'est où ? Comment s'inscrire ? Pourquoi aux États-Unis, en Asie ou ailleurs, ils ont des vaccinodromes et nous, pas encore ? Je me souviens même à l'époque avoir dit à une amie, s'il faut se faire injecter du jus de chou de Bruxelles, et je déteste le chou de Bruxelles, je suis prête à le faire. Moi, j'aimais bien. Oui, parce qu'il a fallu s'organiser, Eva, comme Le Monde l'explique, dès novembre 2020, soit un mois avant la vaccination de Morissette. Et oui, parce qu'on a tous, vous en avez parlé, le problème entre les différents pays qui s'arrachent les vaccins, etc. Et puis aussi, la chose auquel on pense moins maintenant, mais qui avait fait son petit buzz à l'époque, c'était la fameuse fabrication des flacons, des milliards de contenants en verre à lui seul. AstraZeneca tablait sur 3 milliards de doses dès 2021. Pfizer et BioNTech 1,3 milliard et Moderna entre 500 millions et 1 milliard. Et puis en plus, c'est impossible, Nicolas Rafal, de prendre vos bouteilles de vin puis de remettre des vaccins dedans, parce que j'ai appris que c'était du verre spécial, c'est du borosylate, ça se prononce comme ça ?
du borosilate, donc des flacons comme ça à sortir par centaines de milliers, parce que ce verre-là, en fait, il affecte pas la composition du vaccin. Donc le monde entier était à approvisionner en flacons, 100 millions multidoses commandées par la CEPI, même calendrier chez son concurrent allemand, Scott, et des laboratoires ont commencé à les contacter dès mars pour cette fabrication. Dans leur grande majorité, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, ils ont opté pour des flacons de 10 millilitres, donc des flacons multidoses. Pour résumer, un flacon de 10 millilitres, soit 3 à 4 doses, ça fait presque toxicomane quand on le dit comme ça. Absolument. Les laboratoires n'étaient alors pas inquiets, mais nous l'étions tous. Au début, fallait être plus âgé, plus malade. Un vrai casting, en fait, pour se faire vacciner. Et oui, une véritable petite annonce. Recherche personne entre 68 et 99 ans, en mauvaise santé, mais pas trop, qui veut embrasser ses petits-enfants, comme dans la pub. Vous vous souvenez de la pub ? Oui. Celle où il y avait un sapin de Noël, une bûche de Noël. Non. Ça ne m'a pas fait mal. Non, mais... C'est ça, la pub. Ouais. Ah non, ça vous confondez avec un film peut-être. En tout cas, cette pub-là... Non, c'était pour les gestes barrières. Sapin, bûche, hyper concernant quand on est juif. Et que la seule barrière qu'on connaît, c'est celle de sécurité. Elle est à 4000 km. C'est celle du point de passage entre Jérusalem et Bethléem. Bah oui, parce qu'avec le livre, on m'a dit de faire de la géopolitique. J'en ai casé. Alors, à condition de pouvoir aller à Bethléem, 4000 km, en tout cas, c'était la distance ressentie entre la fille ou le garçon de moins de 55 ans jusqu'à l'injection du vaccin. Ça semblait très loin, on l'espérait tous. Et très vite se sont montés des réseaux de solidarité tellement clandestins qu'ils étaient de l'ordre parfois du non-dit. Genre, tu trouves une place pour te faire vacciner après 657 459 connexions à Doctolib. Et une fois arrivé au vaccinodrome, finalement on ne demande pas ton âge, on ne demande plus rien, et toi non plus, en plus tu ne demandes plus rien. Plus il y a de gens vaccinés, mieux c'est, m'a concédé des mois plus tard ma généraliste Martine. J'adore Martine. Martine, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Il y a aussi eu le débat sur l'ARN messager, ça risquait de changer notre ADN, disaient les spécialistes de Twitter. Oui, c'est les mêmes qui nous analysent les émeutes urbaines ces derniers jours, les fameux spécialistes de Twitter, de Facebook, etc. J'en suis plein, moi. Mon ADN n'a toujours pas changé malgré l'ARN messager, parce qu'en fait, oui, il faut que je vous le dise, j'avais le secret espoir que ces vaccins le changent, mon ADN, pour me transformer en Cindy Crawford. Non, c'est pas arrivé. On n'a pas d'image récente de Cindy Crawford. Non, c'est pas arrivé. J'ai été vaccinée et comme chacun pourra le constater dans le studio, je ressemble toujours pas à Cindy Crawford. C'est pour ça que c'est bien, la radio, c'est un peu comme l'ARN messager. Finalement, ça laisse de la place à l'imagination. Merci Eva Soto. Et on passe tout de suite sans transition à la chronique chirurgie esthétique de Vladimir Mitz, le docteur. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Cindy Crawford est en train de quitter le studio. Bonjour, docteur Vladimir Mitz. Bonjour. On parle dans votre livre, docteur Anne Sénéquier, vous abordez la question du tourisme médical. C'est du soft power pour vous, le tourisme médical ? Pour certaines nations, oui, ça l'est devenu parce que ça permet de rayonner sur une thématique je dirais, qui prend de plus en plus d'ampleur sur certains pays qui n'ont pas la capacité de le faire autrement. Donc ça amène des devises, ça amène des touristes, parce que généralement, justement, ça combine le soin médical, mais avec les visites culturelles, la plage, enfin bon bref, un petit peu tout ça. Chaque pays a fait un petit peu sa spécialité. Donc ça permet de positionner aussi vis-à-vis de communauté internationale. Nous sommes capables de faire ceci, donc on doit être pris au sérieux. Après, ça pose question aussi sur certaines choses, c'est-à-dire que oui, ces pays ont eu la capacité de développer un secteur d'élite et d'être reconnus et légitimes sur cette spécificité, mais pour la grande majorité de leur population se retrouvent encore avec au détriment de leur population. Un accès à la santé encore très très peu correct. Alors c'est la question de Michel Chevalet. Comment ça marche, docteur Mitz, le système du tourisme médical ? Le tourisme médical et chirurgical, ce serait formidable si on savait qu'il y a un génie de la chirurgie ou de la médecine dans un pays où on n'habite pas, et donc on allait le voir
parce que, à cause de sa grande réputation, on a la certitude d'être mieux soigné. Mais en fait, c'est pas du tout ça le tourisme médical et chirurgical qui se passe actuellement. C'est un système qui est organisé par des sociétés commerciales qui, d'un côté, ont mis en avant une structure dans les pays d'accueil et ils ont engagé comme salariés, en quelque sorte, des médecins ou des chirurgiens qui vont pratiquer un certain nombre d'actes. Et donc, parmi tous les actes pratiqués, il y a des pays qui ont leur subspécialité. L'Afrique du Nord pour la chirurgie esthétique. Et d'ailleurs, en Afrique du Nord, nous avons beaucoup d'élèves. C'est nous qui avons formé tous ces chirurgiens en France, qui ensuite sont allés pour la plupart dans ces pays-là. Dans les pays de l'Est, les cheveux, les dents, notamment les soins dentaires, notamment les implants dentaires, parce que ça revient pratiquement à la moitié du prix qu'on paye en France. Alors pourquoi cette différence de prix? C'est un problème qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que les médecins ou ces sociétés prennent moins cher, c'est parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher. La location ou la fabrication des cliniques, les salaires de ceux qui travaillent, aides-soignantes, anesthésistes, sont la moitié du prix de ce qu'on pratique en France. Et donc, il y a un caractère attractif à cause de l'argent, et c'est ce que se pose comme question là, beaucoup de gens qui ont peu les moyens, parce que cette chirurgie esthétique et cette médecine esthétique n'est pas encore tellement démocratisée en France, encore que cela commence à bien changer actuellement. Donc la cible, la population, c'est des gens avec un peu moins de moyens qui... Alors la majorité sont des gens qui ont un petit peu moins de moyens et qui en plus se voient offrir non seulement l'acte médical ou chirurgical, mais en plus un séjour de vacances dans un hôtel qui a plusieurs étoiles, où ils seront bien traités, un peu comme des VIP. Et donc en fait, le paquet cadeau est plus beau que le cadeau. Parce que il y a eu des études qui ont été faites, des études très sérieuses de la santé, et on s'est aperçu, par des études en Suisse par exemple, et en Angleterre, que ces patients qui étaient opérés dans ces pays étrangers coûtaient très cher à la Suisse, à l'Angleterre, quand ils revenaient. Parce qu'il y a un taux de complication qui est incompressible, entre 5 et 10%, et c'est ensuite ces patients, mais il faut les traiter en urgence dans les pays où ces personnes résident. Et le plus souvent, ces complications sont d'ordre infectieux. Ce sont des complications des plaies opératoires, et puis il y a aussi une autre type de complication dans ma spécialité, la chirurgie esthétique, c'est que les patients ne sont pas contents forcément du résultat. Et ils ne sont pas contents, ils n'ont personne à qui parler. On peut passer par WhatsApp, mais comment faire pour se faire réopérer s'il faut faire une retouche? Comment faire s'il y a une angoisse, si on veut voir le chirurgien immédiatement pour lui dire « Mais écoutez docteur, franchement ça ne va pas, ma plaie elle coule, ça suppure, ma prothèse mammaire elle est haute d'un côté, basse de l'autre. » Donc il y a une anxiété qui s'installe chez ces patients. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans le système de santé hospitalier, on va gentiment les refouler ou les faire attendre, et ils sont obligés d'aller voir des médecins ou des chirurgiens dans le privé, et finalement, s'il faut les réopérer, leur opération va leur coûter 2 fois le prix de cette opération qu'ils ont voulu éviter. Donc alors les écueils de ce tourisme chirurgical, il faut faire attention à quoi quand on voit une petite annonce? Écoutez, moi je pense que c'est très important que les auditeurs qui entendent cela se disent qu'il vaut mieux être opéré en France, avec un médecin ou un chirurgien que vous pouvez joindre immédiatement, qui est joignable par le téléphone, par le taxi, par le car, par le train, par avion au besoin s'il faut aller à l'autre bout de la France, mais au moins vous aurez quelqu'un dans votre pays susceptible de vous réparer. Parce que le véritable problème, c'est qu'il y a certainement des gens très heureux d'être opérés à moindre prix, avec des résultats très convenables, puisque ce sont de bons chirurgiens. Ce ne sont pas les meilleurs qui sont engagés, ce sont ceux qui n'ont pas beaucoup de clients dans tous ces pays d'Afrique du Nord. Et ils sont donc à la solde des sociétés. Mais si vous êtes opéré en France, vous avez au moins cette garantie psychologique de savoir que vous avez votre praticien sous la main, si j'ose dire. C'est peut-être un petit peu le problème justement qui pousse les patients à aller à l'étranger, c'est le temps d'attente. Et je pense qu'ils cherchent effectivement du moins cher, mais ils cherchent aussi du ici et maintenant pour ne pas se voir opposer les 6 à 8 ans d'attente pour une opération dans le service public. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Et vous racontez dans votre ouvrage que l'histoire de ce tourisme médical a changé, puisqu'avant c'était les autres qui venaient en France dans les villes thermales faire des soins, et que maintenant il y a beaucoup quand même de Français, d'après ce que vient de dire le docteur Vladimir Mitz, qui se déplacent dans les pays pour faire tourisme et chirurgie. C'est un double flux. Ouais. Donc, Eh ben, on passe sans transition à notre dernière chronique, la vie derrière soi. Dernière chronique de l'année déjà. Eh oui. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Et dans cette vie derrière soi, on s'intéresse ce soir au portrait, au parcours de Marie Sklodowska-Curie, ou simplement Marie Curie, partie un 4 juillet 1934, physicienne, chimiste polonaise, naturalisée française, par son mariage avec le physicien Pierre Curie en 1895. Double prix Nobel. 1903, les époux Curie partagent celui de physique avec Henri Becquerel pour leur recherche sur la radioactivité et le rayonnement corpusculaire naturel. En 1911, elle seule pour le Nobel de chimie, cette fois pour ses travaux sur le polonium et le radium. Elle est la première femme à avoir reçu le Nobel, la seule à en avoir reçu 2. Et seule personne à avoir été récompensée dans 2 domaines scientifiques distincts. Elle naît en 1867, 18 ans après la mort de Frédéric Chopin en 1949. 1891, ellipse, Paris. 1894, elle rencontre le chef des travaux de physique à l'école municipale de physique et de chimie industrielle, Pierre Curie, qui étudie aussi le magnétisme. Magnétisme et chimie radioactive, entre ces deux âmes, c'est le coup de foudre. Ils se marient à Sceaux en 1895. Marie étudie les propriétés magnétiques des métaux, travaux récompensés à 2 reprises, 1900-1902. Puis avec Pierre, précédemment, en 1898, il procède au raffinage d'un minerai, procédé dangereux dans un hangar attenant l'atelier, séparé uniquement par une cour. Il découvre le polonium, 400 fois plus radioactif que l'uranium, appelé ainsi en référence à son pays d'origine, la Pologne. Puis, découverte du radium, elle obtient un décigramme de chlorure de radium qui lui permet d'identifier la position de cet élément dans le tableau de Mendeleïev. 10 décembre 1903, c'est donc le prix Nobel de physique, en reconnaissance de leur service rendu sur le phénomène des radiations. Marie Curie, première femme à recevoir ce fameux prix, non sans avoir assisté au fait que la proposition transmise par l'Académie des sciences françaises ne contenait que les noms d'Henri Becquerel et de Pierre Curie. Il faudra l'intervention de celui-ci pour que le nom de Marie y soit ajouté. 1906, elle devient la première femme professeure à la Sorbonne. Les temps commencent à changer. Elle dit « C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour, car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des 2 sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle, en vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. » Mais 1906 est aussi l'année terrible. Pierre meurt renversé par une voiture à cheval. 1911, début d'une maladie rénale. 1916, elle part sur le front réaliser des radiographies. 1918, le radium connaît un vif engouement au point d'être utilisé dans des crèmes rajeunissantes, dans les cigarettes et dans le réveil. Mais Marie Curie souffre d'une trop grande exposition aux éléments radioactifs qu'elle étudie depuis 1898, notamment au niveau des yeux et des oreilles. Elle pense que le radium pourrait avoir une certaine responsabilité dans ses problèmes de santé. Atteinte d'une leucémie radio-induite ayant déclenché une anémie aplasique, elle meurt le 4 juillet 1934 à 66 ans au sanatorium en Haute-Loire. Irène Joliot-Curie, la fille de Marie et de Pierre, reçoit, comme ses parents, le prix Nobel de chimie en 1935 avec son époux pour des travaux sur la radioactivité artificielle. F. Curie, l'autre fille, qui écrit une biographie mondialement connue de sa mère et épouse Henri Labouisse, qui, en sa qualité de directeur de l'UNICEF, reçoit le prix Nobel de la paix attribué à cette organisation en 1965, les Curie, ou une famille de Nobel. Hein, incroyable, hein, beau parcours. Merci, docteur Anne Sénéquier, d'avoir été avec nous pour cette dernière de l'année, dernière fois de l'année. On se retrouvera le mardi 29 août pour la première de cette saison 2 avec Réfoy Lemac. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions Erol, Géopolitique de la santé, avec 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, et avec la collaboration de Victor Pelpel. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci Dr Serge Rafal, merci Dr Mitz pour cette belle saison. Merci à Eva Soto et bravo à Benjamin et Ethan en régie qui laisse passer sa tête. On se donne rendez-vous le 29 août pour Réfoy saison 2. C'est comme pendant les séries maintenant, c'est Réfoy saison 2. Bel été à toutes et à tous.